Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau débat économique. Merci de nous suivre chaque jeudi soir sur votre chaîne et sur les réseaux sociaux aussi. C'est la première fois dans l'histoire, l'Algérie enregistre un déficit de sa balance commerciale pour la 3e année consécutive. La facture d'importation de biens et de services a reculé de plus d'1 milliard de dollars et des poussières seulement, alors que l'État se donne 3 ans seulement pour équilibrer sa balance commerciale. Dans la structure de nos importations, il faut savoir qu'un tiers consiste en de la consommation, des biens de consommation, dont 9 milliards de dollars en produits subventionnés, un tiers sont des biens d'équipement et un tiers sont des matières premières et des demi-produits. Alors, pour l'année 2017, les pouvoirs publics pointent notamment, pas uniquement, l'activité industrielle. 80% du chiffre d'affaires de l'activité industrielle consisterait en de l'importation. Le faible niveau d'intégration des produits made in Algérie commence à peser et à peser lourdement sur les réserves de change. Alors, question ce soir pour nos invités, quelles sont les conditions pour un meilleur niveau d'intégration? Faut-il lever le pied sur les importations et de quelle manière, et faut-il que l'industrie en pâtisse? Voici donc les questions et le thème que nous allons débattre avec nos invités ce soir. Bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Al-Hamani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'APAB, qui est l'association des producteurs de boissons algérienne de boissons. Ravi de vous recevoir. Merci. Monsieur Ali Nassali, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'ANEXAL, qui est l'association nationale des exportateurs algériens. Docteur Boudiba Abdelrahman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'une entreprise qui est récente, naissante, du groupe IMGS. Fabricant de produits pharmaceutiques, notamment les gants médicaux. Les gants chirurgicaux, vous avez besoin de parler? Les gants médicaux, c'est-à-dire les gants chirurgicaux stériles et non stériles, et les gants d'examen. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, le représentant du ministère de l'Industrie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Abdelkrim Moustapha, vous êtes le conseiller du ministre de l'Industrie et des Mines. Merci encore d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Ravi. Le commerce extérieur, donc je le disais, a subi plusieurs mesures. Ces dernières années, plusieurs mesures ont été prises pour équilibrer la balance commerciale. Pour l'instant, sans grand succès. Ces mesures ont entre autres touché le tissu industriel, un tissu encore très dépendant de la matière première, puisqu'il enregistre de faibles niveaux d'intégration, et notamment pour des usines qui viennent d'être créées et des filières sur lesquelles l'État pourtant fondait énormément d'espoir. On vous parle dans un compte-rendu signé Youssef Dehili des contre-performances de l'industrie hors hydrocarbures, et on revient tout de suite après. L'effondrement des prix du baril du pétrole sur les marchés mondiaux depuis le 4e trimestre de 2014 n'a pas encouragé une accélération sérieuse du processus de diversification de l'économie nationale. En 2017, les exportations des hydrocarbures constituaient toujours l'essentiel des recettes en devises avec plus de 94%. En parallèle, les exportations hors hydrocarbures restaient toujours marginales avec seulement 5,5% du total des exportations de biens. La baisse des recettes des exportations des hydrocarbures n'a pas été compensée par une hausse sensible des exportations hors hydrocarbures. Le montant de ces dernières restait inférieur à 2 milliards de dollars, soit 1,89 milliard de dollars en 2017. La contre-performance de l'économie hors hydrocarbures, en particulier l'agriculture et l'industrie, ont entraîné un lourd déficit de la balance commerciale des biens qui affichait 11,19 milliards de dollars en 2017. Depuis l'amorce du processus baissier des prix du baril du pétrole au début de l'année 2015, le gouvernement a pris une batterie de décisions et de mesures visant à diversifier l'économie et surtout augmenter les recettes des exportations hors hydrocarbures. Les organisations patronales, des secteurs publics et privés ont été sollicitées pour s'engager dans la réalisation des objectifs tracés par le gouvernement concernant l'augmentation des recettes des exportations hors hydrocarbures. Mais à première vue, les résultats des différentes mesures prises pour réaliser ces objectifs n'ont pas été atteints. En 2014, les exportations hors hydrocarbures ont avoisiné les 1,7 milliard de dollars. 3 ans plus tard, ces mêmes recettes n'ont pas dépassé les 1,9 milliard de dollars. Pourtant, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour freiner les importations de plusieurs biens marchands et permis une dépréciation de la valeur du dinar pour préserver les réserves de change d'une érosion rapide. Une dépréciation de la valeur du dinar face aux principales monnaies étrangères, l'euro et le dollar, aurait permis aux produits Made in Algeria d'être compétitifs sur les marchés extérieurs. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que les entreprises algériennes publiques et surtout privées ont été le plus orientées vers les importations et la production de biens destinés au marché national que d'être compétitifs et orientés vers la conquête des marchés extérieurs.
Et donc pour ce commentaire qui dresse le débat, le décor il est bien là, la situation des entreprises qui produisent dans un contexte qui est difficilement soutenable, notamment pour ce qui est du commerce extérieur et des importations. Alors première question, on ne va pas s'y appesantir puisque le débat ne consiste pas à parler du déficit de la balance commerciale, mais on va quand même commencer par ça. Un mot sur cette balance commerciale qui continue à se faire déficitaire. Est-ce qu'il y a lieu de dire que nous sommes définitivement dans le rouge, Ali Baynasri? Absolument, absolument, parce qu'elle est déficitaire d'abord par rapport aux exportations d'hydrocarbures, parce que c'est fortement impacté. Et les hydrocarbures, nous savons actuellement, malgré une embellie de à peu près de 5 milliards de dollars entre 2016 et 2017, ça sera impacté. Et la balance commerciale, mais si on fait une analyse sur la balance des paiements, elle est difficile, c'est-à-dire un déficit chronique au niveau des services. Mais restons sur la balance commerciale, tant que nous dépendons du pétrole. Actuellement, nous sommes dans une phase où le prix du pétrole est impacté avec un cursus qui est donc le gaz de schiste américain. Il ne peut pas dépasser un certain niveau de prix. Et là, nous sommes, quel que soit X, dans des importations qui ne descendent pas moins de 44 milliards de dollars. Et on ne peut pas atteindre. Nous avons fait 35 milliards de dollars en 2017 d'exportation hydrocarbures et on est encore très loin. Il y a 10 milliards de dollars qui manquent et ça ne va pas être compensé. Nous sommes dans une phase où le déficit va encore durer. C'est quelque chose qui est ressenti par la sphère industrielle, Ali Hamani? Effectivement, au jour d'aujourd'hui, il faudrait quand même s'inquiéter de cette, réduction de la balance commerciale, de ce déficit. Nous sommes conscients qu'il y a lieu de se mobiliser pour faire face c'est une inquiétude de toute façon, et nous sommes conscients de ce déficit. Mais au jour d'aujourd'hui, nous devons nous poser des questions d'une façon très claire. Quel est le rôle de l'industrie algérienne? Qu'est-ce que nous avons fait en matière d'exportation? Quelle est la stratégie? Aujourd'hui, je me félicite. Je viens d'apprendre qu'il y a eu des ateliers qui ont été organisés pour déterminer la stratégie d'exportation. Bravo! Nous sommes dans l'attente, effectivement, de cette définition, de nous donner exactement les armes nécessaires pour qu'on puisse faire face, si vous voulez, et connaître les instruments nécessaires pour que tous les industriels, tels que nous sommes, allons vers l'exportation. Mais la question qui reste posée aujourd'hui, nous en tant qu'industriels, quel est notre rôle? Est-ce que nous devons satisfaire d'abord le marché national pour éviter effectivement d'importer des produits que nous consommons ou uniquement et aller vers l'exportation? Je pense qu'il y a un certain nombre de priorités. Aujourd'hui, il y a un problème de visibilité. Finalement, vous ne savez pas où il faut aller, quelles sont les priorités. C'est bien ça. Non, aujourd'hui, je vous prends l'exemple de la filière boisson. Aujourd'hui, on nous dit effectivement, nous sommes en train d'importer des matières premières. Oui. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec ces matières premières? Qu'est-ce que nous avons produit avec? On a donné un chiffre de 400 millions. Face à ces 400 millions, si vous voulez, d'importation de matières premières, qu'est-ce que nous avons produit? La contrepartie, c'est l'équivalent de près de 2 milliards 600 millions de dollars. Et en plus de cela, il faut ajouter, il y a quand même la création d'emplois, de plus de 20 000 emplois directs, plus de 60 000... Quand vous parlez de 2 milliards, vous parlez de consommation interne. Interne. D'abord, pour dire, pardon, les 2 milliards 600, s'ils n'ont pas été produits localement... Ils auraient été importés. Voilà. Alors, pour parler des boissons, évidemment... C'est pour cela, si vous permettez, c'est pour cela que nous avons dit, et nous le redisons encore, il s'agit aujourd'hui d'organiser les filières et de rencontrer l'ensemble des industriels concernés pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble en matière d'intrants et en matière, si vous voulez, d'intégration en tenant compte des capacités existantes localement et de voir comment aussi susciter l'investissement d'un certain nombre de matières. Oui, toute la question est là, justement. Comment intégrer et comment créer un écosystème intégré aussi? Parce qu'il s'agit aussi de ne pas importer. Alors, la question, vous l'avez posée, et ma question, je vais la poser aux représentants du ministère de l'Industrie et des Mines. Aujourd'hui, les produits alimentaires ont coûté, à fin 2017, plus de 7 milliards de dollars. Hein. Est-ce à dire que nous ne produisons rien ou presque rien? Comment expliquer ce chiffre disproportionné par rapport à un tissu industriel, en tout cas agroalimentaire, ne serait-ce que ça, puisqu'on parle de biens alimentaires qui est quand même existant? Merci d'avoir posé la question. En fait, si on revient à l'industrie agroalimentaire, elle dépend dans une large partie de la production du secteur agricole, en fait, dans la production agricole. Donc si on ne produit pas
au niveau du secteur de l'agricole, les industries agroalimentaires sont impactées. Donc il faut produire déjà les intrants. La politique du gouvernement, justement, pour produire cette matière première. Justement, pour revenir au déficit commercial, il faut regarder un peu la structure des importations, qu'est-ce qu'on produit. Ce que le ministère de l'Industrie, en fait, voudrait, l'objectif recherché, c'est de ne plus importer des produits finis ou semi-finis. Si on produit de la matière première qu'on ne peut pas produire localement, ce n'est pas très grave, on ne peut pas tout produire. On ne peut pas tout produire à des prix compétitifs, mais le plus important, c'est de ne plus produire des produits finis ou semi-finis qu'on pourrait produire localement. Produire chez nous. Voilà, ça d'une part, et d'autre part, concernant l'exportation, il faut produire pour pouvoir exporter. C'est une démarche un peu inversée. On ne veut plus exporter de la matière première, il faut la transformer, il faut attirer le maximum de la valeur ajoutée ici en Algérie, justement, pour rééquilibrer cette balance commerciale. Donc l'objectif du ministère est de créer un écosystème de petites entreprises de sous-traitance, d'amont en aval, pour pouvoir permettre de moins importer finalement, de plus produire et de moins importer. Voilà. Aujourd'hui, Ali Hamani a parlé de vision, de stratégie. Aujourd'hui, effectivement, on a du mal à y voir clair. À un moment donné, on a tambour battant beaucoup parlé d'exportation. On a dit qu'il fallait exporter parce que c'était notre salut. Notre salut devait être dans l'exportation, notamment en Afrique. Puis bon, maintenant, on est en train de dire que finalement, les entreprises, elles n'arrivent pas déjà à être suffisamment efficaces d'un point de vue économiquement efficaces au niveau local. Oui, docteur Boudiba, je sens que vous avez une réponse. Oui, il ne faut pas prendre ce déficit du mauvais côté, du côté négatif, parce qu'il faut voir en contrepartie ce qui est donné. Si on prend l'exemple de notre produit, des produits pharmaceutiques, notamment les produits qu'on fabrique, nous les gants, il faut voir que l'Algérie importait les gants médicaux à usage hospitalier, c'est-à-dire elle importait entre 100 et 150 millions de dollars de gants. Maintenant, la pharmacie centrale des hôpitaux n'importe plus de gants. Les gants sont produits localement chez nous. Oui. La pharmacie centrale n'ouvre plus de lettres de crédit. Ça, c'est un avantage. Elle ne fait plus de stockage, madame. En tout cas, en ce qui concerne les gants. En ce qui concerne les gants. Sinon, pour elle tout ne fait plus de stockage à leur niveau. Le stockage se fait à notre niveau. Ils n'attendent plus au port l'arrivée, l'ouverture de lettres de crédit, l'arrivée du bateau, l'arrivée du produit. Le produit est acheminé quotidiennement des unités de fabrication localement vers la pharmacie centrale. Tout l'intérêt d'être autonome, finalement. Donc il faut voir de ce côté l'impact et l'aspect positif des intrants. Maintenant, pour ce qui est des intrants, c'est vrai qu'il y a des intrants, ce qu'on appelle les intrants génériques, qu'on peut importer de n'importe où, mais il y a les intrants qu'on est obligé d'importer. Par exemple, nous, la source de fabrication pour le moment, bien sûr, pour le moment, c'est le latex. Le latex, vous le savez très bien, il est dans des régions tropicales, dans des forêts bien précises, on ne peut pas l'avoir ici en Algérie. Mais, nous, notre stratégie, quand on a mis en place notre groupe, notre unité, on s'est inscrit dans une stratégie d'exportation. Parce que notre groupe, actuellement, produit 30% pour la demande nationale, qui satisfait l'ensemble de la demande nationale. Mais 70% de notre production est destinée à l'exportation. Donc nous nous sommes déjà inscrits. Nous sommes une entité... Donc si vous deviez répondre à ma question, vous n'avez pas eu besoin d'attendre une stratégie, une quelconque vision de la part du gouvernement. Nous n'avons dans le cadre de votre activité, nous n'avons pas attendu. Nous avons mis en place un outil industriel à même de répondre à la demande nationale et d'exporter. Vous savez, le but de l'exportation, c'est de faire entrer des devises, c'est d'avoir une source financière propre à l'entreprise et de ne plus demander des lettres de crédit. C'est ça le but de l'exportation. Actuellement, l'année 2018, on s'est inscrit à 50% d'autofinancement de devises de l'importation de nos entrants, mais pour 2019, nous serons à 100% de l'importation. C'est pour cette raison que je sais qu'il faut effectivement répondre à la demande nationale. C'est normal. Quand on a une unité de fabrication de produits pharmaceutiques, notamment les gants, qui est le cas de notre entreprise, il faut répondre à la demande nationale. Mais nous, on s'est inscrit pour la demande nationale et pour l'exportation. D'accord. Pour le reste, vous êtes sur un produit spécifique et c'est l'exception qui confirme la règle. Le problème de fond, c'est quoi? C'est le choix du modèle économique en Algérie. Le tissu industriel a été construit sur l'ouverture, sur l'appel en matières premières. Il n'y a pas eu, au niveau de l'État, une vision d'intégration. C'était à l'État, non pas en tant qu'acteur, mais en tant que régulateur, à travers un outil qui l'ont dit, de dire aller vers l'intégration. Ce n'est pas un choix de l'opérateur. Ce n'est pas un entrepreneur de faire de l'intégration. L'entrepreneur, il est là guidé par le profit. Il n'est pas guidé par autre chose. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est d'abord la faute à l'État. Et je vais vous donner un exemple. C'est un peu difficile, c'est un peu dur ce que vous dites. L'intégration, je parle de l'intégration. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes le seul pays au monde à exporter des phosphates bruts.
depuis des millénaires. Oui. 1 300 000 tonnes de phosphate brut à 80 $ la tonne. Nous importons les dérivés, et de chez nos voisins, il ne faut pas aller chercher ailleurs, de l'acide phosphorique à 10 fois le prix. L'intégration, elle est où là? Qu'est-ce qui a empêché notre pays de faire de l'acide phosphorique ou ce qu'on appelle le diamonome de phosphate, le DAP? Qu'est-ce qui a empêché? Un autre produit qui est très valable donc pour l'intégration, c'est le gaz. Nous exportons du gaz brut avec un prix actuellement dérisoire. Et nous à peu importons près du gaz 6 dollars et demi le million de BTU. Oui, oui. Et qu'est-ce que nous importons? Nous importons 1000 fois plus cher les dérivés. Vous savez le dérivé du plastique en Algérie? C'est 1 milliard de dollars d'importation. Les phosphates et dérivés du phosphate, c'est 500 millions de dollars. Nous avons ici 1,5 milliard de dollars dont nous avons la matière première. Et c'est à l'État. Mais les opportunités pour les entreprises de se créer en sous-traitance pour s'arrimer à des activités industrielles, ça peut être aussi des initiatives de privé. Effectivement, pardon. Ce n'est pas que toujours la faute de l'État. Non, je dis pas, il ne faut pas jeter la pierre. Il ne faut pas jeter la pierre, tout azimut, Oui. c'est le privé. Il y a un choix économique qui a été tracé par l'État. Ce choix, maintenant, montre ses limites. Il fait recours à l'importation. Et c'est une réalité maintenant qui nous rattrape. Et donc vous le dites, et le choix des opérateurs a été celui de ne pas recourir à importer, en fait, tous azimuts. Non, on vient une industrie de boissons, de pâtes alimentaires. Les pâtes alimentaires. Nous sommes le premier importateur mondial de pâtes alimentaires par tête d'habitants. Nous importons 8 millions de tonnes de blé. De blé, vous voulez dire. De blé. Nous importons 8 millions de tonnes de blé. Où est la vision pour augmenter la productivité? La poudre de lait. Pourquoi on ne fait pas de la poudre de lait à ce jour? Pourquoi on n'en fait pas? Et je sais, à ma connaissance, qu'il y a eu des industriels qui ont voulu investir dans ce domaine et qui ont été découragés dans la poudre de lait. Donc, on importe 1,5 milliard ou 2 milliards de dollars de poudre de lait. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est à l'État de dire, faites de la poudre de lait. Donc pour vous, l'État n'a pas encouragé la création de ces activités? On n'a pas encouragé si vous permettez, effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous avons, en tant qu'industriels, ayant le sens de la responsabilité, nous sommes dans l'obligation de nous organiser et de faire face à la situation que traverse le pays. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'associations professionnelles qui sont organisées. Et c'est pour cela que nous faisons appel à des réunions avec les institutions par filière, pour effectivement étudier au cas par cas, par filière, quels sont les intrants nécessaires. D'abord, connaître d'abord le disponible. C'est bien à ça que servent les associations. C'est la première des choses. Et aujourd'hui, il faut dire que il y a eu un décret de juin 2017 qui a créé le CNC, donc le Conseil national de concertation pour le développement de la PME, qui lui-même est constitué par l'ensemble des associations professionnelles et des clusters. Donc il faut donner la place qu'il faut à ce Conseil pour permettre effectivement d'en faire un véritable lieu de concertation et de faire sortir et de faire émerger toutes les possibilités d'investissement et pour faire face à la demande, pour essayer d'intégrer par filière. Mais avant la reconfiguration de la CNC-PME, il y avait bien des associations patronales, vous le disiez. Oui. Et elles servent justement à ça, à se concerter, à faire le bilan des difficultés et à trouver des solutions. Nous, en ce qui concerne, au niveau de l'association, au niveau de la PAB, nous avons des concertations, que ce soit au niveau interne et que ce soit vis-à-vis, si vous voulez, des industriels qui viennent en amont. Et d'ailleurs, ils étaient à un moment donné membres de notre association. Et c'est avec eux qu'on essaie de développer effectivement les produits. Il faut dire aussi l'exigence en matière de qualité, de disponibilité, et surtout nous sommes dans un secteur concurrentiel où l'exigence de qualité, le secret professionnel est important. Oui. La confidentialité des données sont importantes. Donc sur ce plan-là, il y a beaucoup de choses à faire. Nous, en tant qu'industriels de la filière, nous devons soutenir et nous soutenons tout investisseur qui vient en amont. Pour l'instant, Ali Hamani, le besoin de qualité, de maintenir une qualité pérenne de vos produits, vous amène à importer, puisqu'à faire confiance à un produit local. Oui, mais on n'est pas en train de tout importer. On est en train d'importer certains produits, mais d'autres, vous avez certains. Je prends l'exemple, vous avez la purée de banane. Oui. Non. Est-ce qu'elle est produite localement? Elle n'est pas produite. Le concentré d'orange. Non, le concentré. Je vous donne un exemple. C'est Abdelkrim l'a soulevé. Nous avons organisé un séminaire avec le ministère de l'Agriculture, avec les associations des agriculteurs, pour effectivement trouver quels sont les produits que nous pouvons utiliser dans nos jus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on n'utilise pas la production nationale, ce qui est archi faux. Nous utilisons les oranges, nous utilisons les abricots, mais dans le temps.
C'est-à-dire on n'a pas les quantités nécessaires, Pendant toutes ni les dans le saisons. temps. Donc, mais on les utilise par à coup. D'accord. L'objectif donc de ce séminaire, c'est de dire qu'est-ce que nous pouvons faire aussi dans le temps en matière de qualité et de disponibilité. On a compris que les producteurs de poissons œuvrent à augmenter leur niveau d'intégration. La question, je voudrais vous la poser à vous, et dans la lancée de ces filières, puisqu'il n'y a pas que l'agroalimentaire, si l'on devait parler des activités industrielles les principales, l'agro, la mécanique, les produits blancs, on dit qu'ils sont budgétivores. Est-ce qu'aujourd'hui l'État est en train de se rendre compte qu'il a promu des activités industrielles qui finalement bien lui coûtent trop cher? Je pense notamment à l'activité mécanique. Alors, donc pour ce qui est de l'activité mécanique, c'est vrai que pour l'instant c'est une activité naissante, c'est une activité qui démarre, c'est une activité qui commence. On n'est pas très exigeant en termes de taux d'intégration parce qu'on est en phase d'apprentissage. D'ailleurs, justement, par souci de réduction du déficit de la balance commerciale, qu'on a exigé des concessionnaires de devenir producteurs de véhicules. C'est une vertu d'une disposition de la loi de finances qu'on a donné aux importateurs de véhicules un délai de 3 ans pour créer une activité industrielle, semi-industrielle ou une autre activité se rapportant à l'industrie automobile. Pourquoi? Pour compenser un peu la devise qu'ils utilisent pour importer des véhicules par de la production. Et pour l'instant, où ça en est? Voilà. Donc, pour ce qui est de l'intégration, donc nous avons mis en place un cahier des charges justement qui fixe les conditions du bénéfice des avantages qu'accorde l'État à ses producteurs. Donc, l'État donne de l'argent et là le droit de regard d'imposer ses règles pour l'utilisation de ces exonérations. Donc, nous avons imposé un taux d'intégration, mais un taux d'intégration progressif. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre le métier d'abord et après, il faut commencer à produire, à atteindre un volume de production suffisant pour susciter justement l'intérêt des sous-traitants pour s'installer en Algérie. Nous avons en même temps justement accompagné ce dispositif par un autre dispositif qui incite ces sous-traitants à s'installer en Algérie en leur accordant les mêmes avantages qu'on accorde aux producteurs. Ça veut dire en exonération de droits de douane et de TVA sur les intrants importés ou acquis localement pour la production de pièces ou parties. Pourquoi? Pour mettre sur pied d'égalité ce qui est importé en termes de collection, en termes de pièces pour la production qui est exonérée, et ce qui était produit en Algérie ne l'était pas. Donc pour mettre sur pied d'égalité ces deux types d'opérateurs pour justement réaliser un taux d'intégration. Ce taux d'intégration justement, il est conditionné aussi par l'exportation. Donc, on a donné un bonus pour ce qui est de l'exportation de la pièce de rechange pour les producteurs de véhicules. Donc, celui qui produit des véhicules, donc il est obligé de réaliser un taux d'intégration local par la production de pièces et parties produites localement, mais aussi il faut qu'il l'exporte. Et il exporte justement, on a posé un certain nombre de critères dans la mesure où, pour le lancement du projet, il faut qu'il soit accompagné par un constructeur de rang mondial qui va lui racheter justement, en connaissance de cause, d'ailleurs il s'engage dès le départ à lui racheter de la pièce produite localement. Avant de parler d'exportation, ce sont des opérateurs qui ont commencé à travailler, à monter leurs usines. Vous parlez de pièces Est-ce que ce sont des activités qui ont démarré? Alors, il y a des activités qui ont démarré. On a inauguré plusieurs usines, des usines de production de plaquettes de frein par exemple, de sièges pour auto. Ça c'est ancien, oui. Non, c'est pas ancien, justement, il a été inauguré il y a 2-3 semaines. Les plaquettes de frein, il y a des usines qui existent, les plaquettes de frein et les filtres. Vous parlez de par le passé, quoi. De par le passé, oui. Ouais. Mais il y a des nouvelles usines qui ont été créées. Ouais. Il y a des usines qui ont été créées justement pour la production de sièges pour automobiles, qui ont été homologuées par Renault. Donc, c'est homologué, ça veut dire qu'il peut être exporté vers toutes les usines Renault. C'est ça, en fait, l'avantage. Et quels sont les points de taux d'intégration qui peuvent être gagnés grâce à cette... Voilà, vous êtes en train de créer un petit écosystème, on va dire, un petit réseau de sous-traitants. Quels sont les niveaux, les points de taux d'intégration qui peuvent être gagnés grâce à ces entreprises qui ont été autorisées? Alors, les niveaux d'intégration qui peuvent être atteints ou qui peuvent être créés grâce à... Une fois que les usines vont tourner, bien sûr, à plein régime. À plein régime, cela voudrait dire que le constructeur, celui qui fait le montage de véhicules, pour pouvoir continuer à bénéficier des avantages, il est obligé de respecter le taux d'intégration qui est prévu par la réglementation, 15% à la fin de la 3e année et 40% ou 60% selon le type de véhicule à la fin de la 5e année. Pour pouvoir bénéficier de ces avantages, il est obligé de s'approvisionner en termes de pièces de première monte, ici localement, et d'exporter une partie de la production, que ce soit produite par lui-même ou par 6 sous-traitants, vers son partenaire. Mais pardon, mais s'il n'atteint pas le taux d'intégration, vous lui retirez les avantages simplement. Alors, s'il n'atteint pas les taux d'intégration exigés, vous lui retirez les avantages. On va lui retirer les avantages. Oui. Et il y a la loi de finances pour 2018 qui a prévu des sanctions pécuniaires justement contre ceux qui ne respectent pas le taux d'intégration. Ils peuvent avoir des
des motifs. Hein. Les usines automobiles, déjà la liste a été revue à la hausse, puisque au départ il était question qu'il y en ait seulement 5, et puis finalement la liste a dû être revue par différents comment dire, ministères, par le Premier ministère et peut-être aussi par le ministère de l'Industrie. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée sur quelles sont les nouvelles, enfin les marques qui vont être aussi homologuées ou autorisées à produire en Algérie? Pour la première liste qui a été publiée, justement, enfin, l'application de la lettre de la liste a été reportée pour pouvoir examiner le reste des dossiers des demandes qui étaient en instance. Donc les dossiers ont été examinés au niveau du ministère de l'Industrie et des Mines et ont été transmis au service du Premier ministre qui va justement se prononcer sur... Donc on ne sait pas encore quels sont les opérateurs qui vont être autorisés eux aussi à ouvrir des usines d'assemblage. Pour l'instant, la nouvelle liste n'a pas encore été publiée. Alors il faut rappeler que l'industrie auto a importé pour 1,7 milliard de dollars en 2017. Ça pourrait augmenter à 3 milliards de dollars dans quelques années, selon le ministre du Commerce. Je rappelle qu'on n'a personne du ministère du Commerce ce soir, car ils étaient dans l'incapacité de participer à ce débat. Mais quand même, le chiffre est assez probant. Est-ce que c'est un chiffre qui est validé par le ministère de l'Industrie au regard de ce que vous venez de citer en termes de création de tissus? Rapidement, sur ce chiffre, est-ce que réellement on pourrait aller jusqu'à un poids aussi lourd en importation de collection? L'importation de collection, justement, en exigeant un niveau d'intégration progressif, ça veut dire que ces collections vont diminuer. Donc, on importe cette année la collection complète. La prochaine année, on est obligé d'atteindre un niveau d'intégration. Cela veut dire qu'on va réduire la collection qu'on va importer. Donc, pour vous, on n'atteindra pas les 3 milliards de dollars d'importation pour l'activité mécanique? Alors, donc, on va revenir on va parler surtout du coût de production de véhicules qui va diminuer, justement, qui ne va pas augmenter. Pourquoi? Parce qu'on va intégrer des pièces produites localement. Il va augmenter tout simplement parce qu'il va y avoir augmentation du volume de production. Donc, les usines qui ont été installées aujourd'hui, qui produisent 15 000 véhicules par an en 2017, ils vont produire 40 000 en 2018. Elles vont aussi importer aussi. Hein. Elles vont importer des collections, mais en même temps, le taux d'intégration va augmenter, ce qui va diminuer justement le coût de production du véhicule. C'est une question aussi d'équipementier. Il faut intéresser les équipementiers à venir. Il est clair que nous ne maîtrisons pas le métier. Donc, et l'équipementier ne viendra pas s'il n'y a pas un niveau de production. Une taille critique. Voilà, tout à fait. Donc, on verra avec 15 000 ou 20 000 véhicules ce qui va se faire. Hein. Et on parle de mesures tarifaires, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des recours à des changements dans l'importation de ces collections sur le plan des tarifs douaniers. C'est bien ça, c'est quelque chose qui est prévu. Alors, l'importation des collections, elle est soumise à un dispositif qu'on appelle le CKD-SKD. C'est l'octroi des avantages à travers le tarif douanier qui sont fixés par loi de finances. Oui. Donc, ces tarifs... Est-ce que ces tarifs douaniers vont changer justement à l'horizon des années prochaines et au regard de cette balance commerciale qui, elle, est complètement déséquilibrée? Alors, pour l'instant, on est obligé justement d'accorder des avantages parce qu'il s'agit d'une industrie naissante pour l'encourager justement comme filière prioritaire à développer. Mais une fois on aura justement atteint un niveau d'intégration appréciable et une fois on pourra produire un maximum de pièces ici en Algérie et peut-être éventuellement revu et ne plus accorder davantage parce qu'il y aura la majorité des pièces qui vont être produites ici comme pour les autres industries. Si on produit le maximum d'intrants ici, il y a plus aucune raison d'accorder des avantages pour l'importation du reste, il est vraiment... Voici donc pour l'industrie mécanique. Bon, évidemment, il y a d'autres industries, hein, on ne parle pas que de l'automobile ce soir. Une question à présent à propos de l'écosystème industriel. Aujourd'hui, il n'est pas suffisamment intégré. Selon vous, quelles sont les conditions de l'émergence d'un écosystème? Quels sont les préalables, les priorités? De manière globale, hein, pour l'ensemble des activités industrielles, pour créer un écosystème qui soit favorable à l'intégration. Moi, je ne suis pas d'accord à tout mettre sur le dos de l'État. Parce que l'État, de par l'obligation, de par ses prérogatives, il est là pour mettre un environnement favorable aux entreprises, par des systèmes de financement, par un environnement juridique et fiscal et une formation professionnelle pour la recherche et le développement, qui est le point nodal de toute industrie dans un pays. Maintenant, ce qui se passe, par exemple, pour le secteur pharmaceutique, c'est un bon exemple. L'ensemble des unités, il y a 10 ans, on avait 1 ou 2 unités pharmaceutiques. Maintenant, vous avez une centaine d'unités pharmaceutiques avec l'industrie annexe, c'est-à-dire tout ce qui va avec le produit pharmaceutique, la fabrication des boîtes, la fabrication des ampoules, la fabrication des conditionnements. Donc, c'est un secteur qui est assez particulier, voilà. parce qu'il est soutenu par une structure qui est l'une des réussites de l'Algérie indépendante, à savoir la CNAF. Nous, par exemple, oui, par exemple, ce n'est pas le cas pour les autres industries. Si on prend notre exemple, nous avons choisi la fabrication des gants.
Vous savez, ce n'est pas évident de fabriquer des gants. Nous sommes face à des multinationales qui vous dévorent, madame, qui fabriquent des milliards et des milliards de gants qui inondent le monde. Vous savez qu'en Europe, il n'y a pas d'usine de gants. Donc, nous avons pris le risque parce que j'ai dit, l'État doit mettre en place l'environnement. Oui. Maintenant, les entreprises, c'est-à-dire les entrepreneurs, par exemple, ce qui concerne notre groupe, nous avons pris le risque de fabriquer des produits et de faire face, parce que c'est un double défi. C'est un défi de faire face à ces multinationales, et deuxièmement, c'est un défi parce que fabriquer un gant, c'est pas facile. Il faut mélanger 22 produits chimiques pour arriver à une stabilité pour fabriquer un gant. Donc, on a pris des risques. Et ça, les risques font partie du métier. Vous pensez que les industriels ne prennent pas de risques de manière générale? Ça, c'est le métier de tout industriel. Qui dit entrepreneur dit risque. Donc la prise de risque, elle est calculée. À partir du moment où vous louez déjà le local, vous prenez déjà un risque. Dès qu'on prend l'idée de monter une affaire ou de monter une industrie, on a pris un risque. Mais c'est un risque calculé en fonction des données et de tout ce qui existe, de l'environnement juridique qui existe, de la réglementation et des moyens existants et du marché qui existe au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis, comment on nous demande aujourd'hui d'aller vers une exportation tout azimut, ou faut-il d'abord satisfaire le marché national, ensuite aller vers... Ou diminuer sa dépendance aux intrants. Ça c'est clair. Ça aussi c'est un problème. La filière, comme je vous ai dit, la filière boisson organise, et nous avons demandé, et nous sommes d'ailleurs en voie d'organiser un certain nombre de réunions, que ce soit avec les producteurs d'arômes, que ce soit avec les producteurs d'étiquettes, et tout. Donc tout ce qui vient en amont, si vous voulez, de la production de boissons, nous sommes en train de nous organiser pour leur faire appel et de voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Parce que tout ce qui existe localement, quoi qu'on puisse dire, nous les utilisons à la seule condition qu'il y a la qualité, la disponibilité. Ce sont les éléments essentiels. À partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. La satisfaction Pardon, et pour vous dire, au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés par quel moyen pour satisfaire le marché national? Nous sommes à la consommation nationale, c'est-à-dire que la production nationale représente 98% de la consommation nationale. Donc on importe peu en matière de boissons. Ceci est dû à quoi? Il y a quand même un travail qui a été fait par... La question que je voulais poser, mais je vais la poser à Ali Baïnassali, vous pourrez revenir dessus, parce que c'est la continuité de vos propos. Quels sont les préalables, les conditions pour créer cet écosystème favorable à l'intégration? D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec le cher docteur, parce qu'il parle sur un secteur tout à fait particulier. Il a raison, il défend son secteur. Bien sûr, mais le secteur de la pharmacie, je vais vous dire une chose, c'est les seuls qui ont eu plus de à peu près 240 produits interdits à l'importation. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Une protection. C'est une protection. Ça, il faut le souligner. C'est normal. Non, je ne dis pas. C'est pas valable ailleurs. Vous savez, non, pardon, là j'ouvre une parenthèse. Quand vous dites le protectionnisme, il existe partout dans le monde. Non, mais les pays les plus industrialisés, ceux qui défendent le libre-échange, ceux qui défendent l'économie de marché, vous les avez vus, dans le monde, ils sont intervenus quand la crise a atteint leur pays. Mais le problème, je ne conteste pas la mesure, mais j'ai dit, vous êtes sur un marché qui est porteur, vous avez donc le remboursement de l'État, vous avez beaucoup de choses, mais en tout cas on apporte 2 milliards de dollars. Ça c'est la réalité. Moi ce que je voudrais dire, on parle de financement, tous les problèmes de l'investissement en Algérie ont été identifiés et sériés et portés par toutes les organisations patronales. Je ne voudrais pas parler du doing business ou un truc comme ça, mais en tout cas, les deux problèmes, les deux handicaps que tous les opérateurs de l'Est à l'Ouest ont soulevés, c'est l'accès au financement et l'accès au foncier industriel. C'est l'État qui a bloqué. C'est l'État qui a empêché l'investissement jusqu'à une certaine période. Et c'était soumis à des autorisations, c'était soumis donc à des niveaux, donc c'est l'État qui a autorisé. Il faut l'investissement, il faut qu'il soit libre. En face d'un marché, que l'État... Donc la première condition, c'est donner libre champ à l'activité. Maintenant, on a pris conscience, les mesures ont été prises pour que la décision soit décentralisée, ça c'est excellent. Que je suis dans une wilaya, que je vais vers le Wali, je vais vers l'investissement, qu'on me donne un terrain. Mais maintenant, l'État, ce que peut demander l'État, justement, c'est le mélange de l'huile à la société. Vous voulez créer une industrie? Très bien. Quel est le taux d'intégration? Vous allez à l'intégration, moi,
je vous donne un financement à taux bonifié à 100% pendant 5 ans. C'est ça là. Encourager. Il n'y a pas. Donc. Justement, la question elle est là. Et vous n'étiez pas d'accord, mais la question elle est vraiment là. Aujourd'hui, je vais vous la poser à vous, Abdelkrim, avant de voir le deuxième reportage de l'émission. Aujourd'hui, faut-il encourager l'entreprise en protégeant son marché? C'est ce qu'on fait pour les médicaments. Attendez, la question est pour le président du ministère. D'accord. C'est ce qu'on a fait pour les médicaments, c'est ce qu'on a fait aussi pour les 851 produits suspendus à l'importation. On dit que c'est pour protéger des filières. Ou bien faut-il plutôt leur donner un écosystème favorable, c'est-à-dire faciliter l'investissement, tous ces aspects-là. Y a-t-il aujourd'hui une réflexion entre ces deux solutions, Abdelkrim? Justement, moi je dirais que les deux sont nécessaires. Si je prends l'exemple des produits pharmaceutiques, en fait, l'interdiction est due à quoi? Parce qu'on a autorisé les importateurs de médicaments à importer, mais on leur a justement adossé une obligation d'investissement. Voilà. Ce qu'on est en train de faire justement pour le secteur automobile, ce qu'on est en train de faire pour d'autres secteurs. Et pour revenir justement à l'aide de l'État, l'État justement s'est fixé certaines filières qu'on a jugées prioritaires. Sur quelle base? C'est les filières pour lesquelles nous présentons un avantage comparatif où on est naturellement fort. Et ce sont des filières justement qui représentent des postes importants dans la facture d'importation. On a identifié les filières prioritaires. Qu'est-ce qu'on a fait après? On leur a accordé tous les avantages prévus par le Code de l'investissement et par les différentes lois de finances. Ça veut dire accès au financement à des taux bonifiés, accès aux avantages, aux exonérations et une priorité justement pour l'accès au foncier. Justement, maintenant, les aides sont ciblées. On cible l'investissement productif. Et pour ce qui est du foncier, justement, il y a beaucoup de réformes qui ont été entreprises par le ministère de l'Industrie. Le foncier, c'est tout récent. C'est depuis 2015. Et le foncier, la fameuse commission en fait, de CalPRF a été supprimé, a été remplacé par une gestion plus efficace, plus économique du foncier. Mais le CalPRF, quand il a été créé, il était parti pour être très efficace à l'époque aussi. Hein. Voilà, mais on s'est rendu compte que justement, réunir tout l'exécutif pour statuer sur une demande du foncier n'était pas vraiment très efficace, très indiqué. Donc maintenant, il suffit justement de présenter une demande, l'adresser au directeur de l'industrie et des mines au niveau de Wilaya, qui justement émet un avis, qui l'a transmis au Wali et le tour est joué. Mais le problème du financement, s'il y a actuellement dans certaines zones, les fonciers industriels n'est pas viabilisé, mais en tout état de cause, les financements ne sont pas automatiquement accordés. Il y a toujours donc les mesures prudentielles, il y a toujours des garanties. Là, il faut que l'État s'investisse. Voilà, mais pour ce qui est justement des avantages et l'accès au financement. Donc, si vous parlez d'une filière qui citait justement dans l'article de loi de finances pour 2015, l'article 75, qui justement liste 13 filières prioritaires, l'accès au taux bonifié est de plein droit. Et puis, pour ce qui est des travaux justement nécessaires à la viabilisation du foncier et tout, la loi est claire. Justement, l'aide de l'État est accordée pour ce qui est des hauts plateaux et des wilayas du Sud. Donc, cette aide est accordée automatiquement. Nous, personnellement, pour ce qui est du groupe, nous n'avons eu pas de problème de foncier. Au niveau de la wilaya d'Oum el-Bouagui, le Wali se déplace personnellement. Quand il avait l'unité, il a donné des autorisations. Je parle bien du Wali d'Oum el-Bouagui. Je ne suis pas là pour dire du bien. Vous le dites déjà. Alors, je dis parce que. Non, parce que vous savez, il y a 48 wilayas, on a déjà du mal. Il s'est investi avec notre groupe. C'est tellement pas évident qu'il y a maintenant des wilayas délégués qui sont créés tellement au niveau déconcentré. Il s'est investi avec notre groupe. Il s'est investi avec notre groupe. Nous n'avons pas eu de problème foncier. Nous n'avons pas eu de problème. Parce que quand je dis il faut prendre des risques, attention. Quand il s'agit de prendre des risques, quand il y a des investissements, l'État ne finance pas n'importe quel investissement. Vous savez qu'il y a des réunions. Ils font des réunions pour voir si l'investissement est rentable ou il n'est pas rentable. Vous voulez dire que lorsqu'un projet est refusé, ça veut dire qu'il n'est pas viable? Peut-être qu'il voit qu'il a... Peut-être que... Non, c'est pas là peut-être pour les banques publiques, hein. C'est pas pour les banques privées. On va parler d'exportation. Alors, d'une part, le chiffre est mauvais puisque les exportations hors hydrocarbures a, contre toute attente, diminué. En tout cas, il n'a pas augmenté de la manière dont on l'espérait. Il y a une augmentation d'à peu près 90 millions de dollars. Mais ce qu'il faut retenir... En 2017. Je vais lancer un reportage et on revient tout de suite après Ali Bey Nasri. Et le reportage consiste à dire qu'il y a toujours de l'espoir puisque aujourd'hui, c'est clôturé le deuxième plus grand salon mondial de la santé et le deuxième après celui de Düsseldorf. Et à ce salon a participé une entreprise algérienne. Et c'est la première fois qu'une entreprise algérienne participe à ce grand salon. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Abdelmajid Benkassi qui s'est déplacé à Dubaï. On revient tout de suite après pour la suite. Pénétrer le marché international et exporter hors hydrocarbures. Voilà les objectifs recherchés par le gouvernement aujourd'hui, surtout avec la crise du pétrole. Et c'est aussi bien sûr le but de beaucoup de producteurs algériens dans divers domaines d'activité. Seulement pour arriver surtout devant la concurrence internationale, il faudrait oser
et aller vers les grands rendez-vous économiques mondiaux. Une entreprise algérienne de fabrication de gants a pris les devants et a pris bien sûr place à la Foire internationale de la santé de Dubaï. Monsieur Hawam, qui est venu, qui a pris les devants, il est venu exposer son produit à ce grand rassemblement économique et commercial à Dubaï. Donc je l'encourage à continuer sur cette lancée et je lance un appel à toutes les entreprises algériennes de faire autant. C'est ça le défi d'aujourd'hui. C'est le grand défi d'aujourd'hui pour l'entreprise algérienne performante. Le besoin de marchés internationaux est une nécessité pour la production algérienne, surtout les entreprises qui répondent aux critères et aux standards internationaux. Nous avons constaté que ces gants algériens sont de qualité et répondent aux normes internationales. C'est une entreprise très intéressante pour nous en Allemagne, surtout avec la proximité de l'Algérie, du continent européen, qui est notre marché. Je suis agréablement surpris de voir la présence algérienne à cette grande foire de la santé arabe, ce qui nous offre des possibilités d'affaires avec l'Algérie, surtout avec les prix proposés par ce fabricant. De réelles possibilités de partenariat et d'exportation de produits algériens existent. Il suffit juste d'être offensif et aller vers les grands carrefours d'échanges internationaux. Mais bien sûr, un besoin d'accompagnement réel des pouvoirs publics doit se faire sentir. Voici donc pour ce reportage réalisé par Abdelmajid Benkassi qui donc allé à ce grand salon qui s'est déroulé à Dubaï et dans lequel pour la première fois l'Algérie a participé. Alors évidemment c'est une success story, vous l'avez dit docteur Boudiba, mais là je voudrais revenir à ma question d'avant, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour créer cet écosystème. On a parlé de protection, on a dit que l'État pouvait protéger simplement en freinant les importations, on a dit aussi qu'il pouvait aussi stimuler l'investissement. Il y a aussi un autre aspect qui peut être aussi freinant dans cet écosystème, il s'agit de la valeur du dinar. Alors, le niveau du dinar aujourd'hui est-il un frein à la compétitivité des produits locaux? Ali Hamani. Non, moi je voudrais revenir aux interdictions. Moi personnellement, je suis l'un des rares qui puisse dire attention aux interdictions. Parce que la réciprocité peut se faire aussi avec un certain nombre de pays. Oui, maintenant il appartient aux entreprises effectivement de valoriser sa propre production. Parce que le fait d'interdire, je ne sais pas si c'est une bonne solution. Par contre, ce que nous avons préconisé à un moment donné, c'est qu'au niveau des positions tarifaires, il faudrait faire la distinction. C'est de faire un tarif douanier par destination, c'est-à-dire un tarif pour les matières premières et un tarif pour les produits finis. Parce que attendre à ce que l'État interdit l'importation d'un produit veut dire quoi? Et encore, veut dire la le liste va être protéger. C'est à nous de prouver nos capacités de produire. Je m'excuse. Nous sommes capables de faire des produits de qualité en tenant compte des standards internationaux. Si nous sommes d'accord sur ce principe et que nous avons les capacités, les compétences nécessaires, il faut y aller. Interdire, attention aux relations internationales. Madame, si je suis sans raisonnement, pour l'interdiction, c'est des pratiques qui se font même de l'autre côté. Oui. Parce que de l'autre côté, ils sont plus subtils, ils utilisent ce qu'on appelle les OTC, les obstacles techniques au commerce. Ils ne vous disent pas d'interdire de faire entrer la marchandise. Maintenant, les pratiques économiques peuvent demander à ce que l'État algérien protège dans un temps bien défini certaines industries naissantes, notamment celles qui viennent répondre à la demande nationale en premier lieu et à l'exportation dans un laps de temps court pour leur permettre d'évoluer et pour permettre parce que vous savez non, c'est pas que je vais vous citer un exemple. Quand on est entré pour répondre aux appels d'offres ici en Algérie, les produits qui étaient importés, quand on avait soumissionné, ils avaient diminué ils faisaient du dumping de prix. Ça veut dire qu'ils vendaient des produits plus chers. Pas du dumping, alors c'est du plus cher. Donc ils ont baissé exprès 2 fois le prix pour nous faire chasser du marché national. Moi je pense que la protection doit rester un certain temps et c'est une obligation. C'est là le rôle de l'État. Non, ça c'est votre point de vue. Il ne faut pas laisser. Il y a des spécificités, il y a des filières, il y a des actions que nous devons mener pour un certain nombre de créneaux et de produits. Mais on ne peut pas généraliser. Parce que je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites effectivement il y a des procédures internes. Ce ne sont pas des tarifs douaniers, ce ne sont pas des interdictions, c'est effectivement des mécanismes qui mettent à l'intérieur pour bloquer vos produits sur le marché. Par exemple, je prends un exemple. Est-ce que nous, en tant que producteurs de boissons, nous pouvons exporter vers l'Europe?
Vous ne le faites pas, mais nous, on le fait. Pardon. Ah, là, c'est pas... Attendez, vous parlez pas de la même chose. Allez-y, continuez, attendez. Vous parlez pas de la même chose. Non. Quand je vous dis, il y a des barrières autres que les positions tarifaires. Oui. Pour pouvoir pénétrer le marché européen, il nous faut nous battre. Mais il y a un élément qui vient et qui bloque l'exportation vers l'Europe. C'est l'élément agricole. C'est une taxe spécifique à tout produit que vous exportez à partir de l'Algérie où il y a un produit agricole. À partir de ce moment-là, vos produits n'est plus concurrentiels sur le marché européen. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des attitudes, il y a des dispositions non tarifaires qui sont appliquées par beaucoup de pays. Mais ils ne vous disent pas. Je prends l'exemple même de la Tunisie. Ils ne vous disent jamais. Il y a un certain nombre de pays, ils ne vous disent jamais que c'est interdit à l'importation. Mais ils mettent des mécanismes de blocage. Cela veut-il dire que l'Algérie n'a pas le droit, ne devrait pas du tout se Elle met des positionner mécanismes. Elle met des mécanismes de peur d'avoir pour une bloquer. réciprocité? Non, non, c'est Il pas... faut mettre des mécanismes. C'est-à-dire ne pas interdire et mettre des mécanismes. La Allez-y. réciprocité, madame, la réciprocité existe sous d'autres formes. La réciprocité existe sous d'autres formes, pas des limitations directes, mais sous d'autres formes, de l'autre côté. C'est une forme de protection, justement. Oui. Ils sont en train de Je suis produire la entièrement production d'accord. agricole. Et l'Algérie, justement, a adopté plusieurs mesures de protection qui sont d'ordre tarifaire et non tarifaire. Voilà. Des mesures tarifaires, si vous me permettez, monsieur Ali Bey. En fait, pour ce qui est des protections tarifaires, justement, on a instauré un taux majoré, d'ailleurs, en 2018, de droits de douane qui va jusqu'à 60% pour certains produits, pour produire justement ce qui est produit localement, ou peut-être pour freiner un peu l'importation de ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Il y a aussi la protection par ce qu'on appelle la TIC, la taxe intérieure sur la consommation, mais il y a aussi des protections par interdiction, mais aussi par limitation, par régulation du marché, ce qui est le cas des licences d'importation. Je peux vous citer l'exemple de l'industrie automobile. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des usines de production d'automobiles ici s'il n'y avait pas cette restriction à l'importation? Non, pardon. Tiens, il est clair que l'électrochoc était nécessaire. Il est clair que Mais, ce que dit mon ami Hmali, d'abord, il parle de matière première, hein. Il ne parle pas d'autre chose. Il ne parle pas de produits finis, il parle de matière première. Ça, c'est une chose. Dans l'industrie des boissons, ce qui coûte cher et qu'on ne fait pas chez nous, c'est dans l'emballage. C'est 50% du prix du produit. La canette, totalement importée. On nous dit qu'il y a des investissements. La bouteille de verre. La bouteille de verre est importée. Et pas très loin, de Tunisie. Donc, mais si vous permettez, M. Alibey, justement, on allait surtaxer l'importation de certains produits, mais c'est les producteurs de boissons qui ont demandé leur exonération. Mais je vais vous dire une chose, même par moment, surtaxer un produit, ça crée une incitation à l'investissement, ça donne un signal justement aux investisseurs pour investir dans des intérêts. Le choix, c'est celui-là. Le choix, c'est celui-là. Au lieu d'afficher, vous avez, au niveau de l'ONDI, affiché une liste des activités exclues des avantages. Oui. Il y a des instruments à l'intérieur, on ne comprend pas pourquoi. Comme quoi? Comme quoi, par exemple? Par exemple, la trituration des tourteaux de soja. Il n'y a aucune entreprise. Elle est exclue des avantages. Alors, on importe de l'huile raffinée, plutôt de l'huile brute. Et le tourteau de soja, c'est une intégration en amont. C'est à partir du tourteau de soja qu'on fait donc de l'huile brute. Donc, moi, ce que je voudrais signaler à ce sujet-là, l'État régulateur, c'est lui qui doit dire, vous allez là, je vous donne tout. Et les gens iront parce que... Aujourd'hui, on a du mal à voir quelles sont les filières qui sont privilégiées par l'État. Justement, c'est exactement le cas. Les filières sont citées nominalement dans un article de loi de finances et justement dans pas... De quelle loi de finances? La loi de finances pour 2015, elle cite les 13 filières prioritaires pour lesquelles l'État accorde tous les avantages possibles. Et cette liste négative, justement, des activités qui ne sont pas éligibles aux avantages, on dit justement, parce qu'on ne peut pas être bon dans tous les secteurs. Mais 13 filières, c'est pas un peu beaucoup, justement. Aujourd'hui, écoutez, ça existait en 2015, mais on ne comprend pas comment dans le ciment, on passe d'une importation de 3 millions de tonnes en 2016 à une surproduction de 20 millions. Donc la régulation au niveau de l'ONDI, je ne sais pas comment elle est faite. Justement, si vous citez l'exemple du ciment. Non, mais le ciment n'est pas cité dans les filières qui sont à protéger. Hein. C'est une filière c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'usines de ciment qui ont été... Cet outil justement des régulations, il faut absolument, et c'est des conditions essentielles, l'État doit être régulateur. L'État acteur, ça existe. C'est clair. Je vous ai cité trois produits qui pèsent très lourd dans la balance. Eh bien, l'industrie des boissons, tout le PET est importé de l'Arabie Saoudite en majorité. Et ce produit-là sort du gaz. C'est à travers, on avait un projet d'investissement
en signer avec une compagnie étrangère en septembre 2007 pour faire du vapocraquage d'éthane, et on était donc dans la verticalité, dans l'intégration, et ça nous donnait, nous, un avantage compétitif. L'un des problèmes de l'exportation... C'est un projet qui est toujours gelé. Qui est toujours. Il a été repris. Mais entre-temps, on a importé 10 milliards de dollars. L'essence. Et tout ce qui est... C'est 2 milliards de dollars que l'État commence par lui-même. Oui. Que l'État... Ça, c'est des grandes... C'est bien là la question qui se pose et on a du mal à voir quelle est la avez 3 milliards et demi de dollars à bénéficier. Vous avez 3 milliards et demi de dollars sur ces trois produits. 1 milliard dans les dérivés du plastique, 500 millions de dollars dans les dérivés de phosphate et 2 milliards de dollars dans ça fait 3 milliards et demi de dollars qui sont là et ça crée des emplois. Ça nous donne aussi un avantage compétitif parce que demain, nous avons notre propre PET ici. Les gens qui importent la résine, ils ne vont pas aller chercher ailleurs. C'est chez nous. Oui, mais je voudrais quand même vous acculer en vous disant, encore une fois, ce sont des associations patronales, vous êtes tous les deux représentants de patronat, de plusieurs entreprises, et jusque maintenant, il n'y a pas eu d'initiative, justement, de créer, peut-être de déposer des projets d'investissement. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'État refuse de créer pardon. Dans la pétrochimie, ça a été refusé. Non, alors, pardon, en tant qu'association professionnelle, on suscite l'investissement. Parce que nous, en tant qu'association... Est-ce que des projets ont été refusés, justement, puisque vous... Je peux vous citer un projet effectivement qui a été gelé. C'est celui de la production de canettes. Depuis, on peut dire que ça fait 4 ans maintenant. Et qu'est-ce que ça représente en termes d'avantages comparatifs, c'est-à-dire le produire plutôt que uniquement l'importer? Pour la canette, il y a plus de 150 millions de dollars. Alors ça, c'est décidé au niveau du CNI, du Conseil national de l'investissement, c'est lui qui décide. C'est ce que j'allais dire en fait. Tout investissement est libre lorsqu'il ne s'agit pas d'une activité réglementée soumise à agrément. Pour tout le reste, l'investissement est libre. Maintenant, le rôle de l'État, justement, la régulation qui est faite par l'État, l'État donne des avantages pour les secteurs qu'il juge prioritaires et à développer. L'État ne donne pas d'avantages aux autres secteurs qui sont justement... Il les juge comment Et justement... Il les juge comment? Quels sont les critères? Qui juge et comment? Laissez-le répondre quand même. Les critères justement sur lesquels on s'est basé pour fixer ces filières prioritaires, c'était des filières pour lesquelles on présente un avantage comparatif. Donc il y a eu une étude qui a été faite justement filière par filière pour voir où est-ce qu'on pourrait être fort, où est-ce qu'on est fort, et les filières qui présentent un gros poste d'importation et auxquels des avantages ont été accordés. Pour certains projets justement qui ne sont pas inscrits sur cette liste négative, mais qui sont soit ils dépassent le seuil qui est prévu par la loi sur l'investissement, 5 milliards de dinars, ou bien qui sont de nature stratégique, qui passent par le CNI. Justement, le CNI, il accorde des avantages exorbitants. Justement, c'est le régime de la convention. Taille des projets d'investissement. Voilà, donc ils ne peuvent pas accorder ces avantages justement. L'exemple a été cité sur cette usine de... C'est un exemple de canette. C'est une forme d'intégration pour l'industrie des boissons. Pourquoi est-ce que ce projet a-t-il été refusé? Il a été refusé. Non, c'est l'octroi des avantages qui peut être refusé. Mais la réalisation d'investissement, s'il ne s'agit pas d'une activité réglementée, personne ne pourrait s'opposer à la réalisation d'un projet. Attendez, pour donner plus de détails. Madame, s'il vous plaît, on est là pour parler généralement de secteur industriel. On est en train d'orienter le débat vers... Bon, si vous permettez, c'est un exemple d'investissement. Tout investissement où il y a une partie étrangère doit passer obligatoirement par le CNI. Ça, bon, ce projet-là, effectivement, il est bloqué, mais il y a un deuxième projet, heureusement, qui a eu l'accord nécessaire dans le domaine, si vous voulez, des canettes. Maintenant, nous, en tant qu'association professionnelle, nous devons susciter effectivement ces investissements. C'est pour cela que je parle de filière. Il faudrait que les entreprises s'organisent, toutes les entreprises, les entités industrielles doivent s'organiser en filière pour effectivement créer cette possibilité d'intégration. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va identifier les unités industrielles nécessaires à chaque filière. Et c'est là qu'on doit interpeller les pouvoirs publics en leur disant « Nous avons besoin de ce type d'industrie, s'il vous plaît, donnez les avantages nécessaires. » On a compris. Vous savez, allez-y, un dernier mot pour terminer, pour clore le débat. Pour le débat, on n'a pas beaucoup parlé de l'export, mais je vous dis une chose. Il nous reste Dans l'exportation, nous avons de nouveaux produits industriels, notamment donc dans l'électroménager grand public. Nous avons réalisé un gain de 95 millions de dollars avec tout ce qui est électroménager grand public, et ça, c'est excellent. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est que
nous avons quand même consenti des investissements en Algérie. Notre investissement, nous l'avons consenti pour la demande nationale et pour l'exportation. Nous avons exporté vers la Tunisie. Nous avons signé des contrats d'1,5 million d'euros avec la Tunisie. Nous avons déjà en janvier exporté 120 000 euros. Nous avons signé avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Arabie Saoudite, le Koweït. Nous avons signé des contrats. Nous sommes quand même compétitifs. Nous avons une unité unicommande, l'une des meilleures usines unicommande, je le dis. Nous arrivons à la vous fin, êtes le bienvenu pour la visiter. Merci de finir l'émission sur une bonne note. Navré de devoir vous arracher la parole de cette façon. Je vous remercie, Monsieur Abdelkarim Moustapha. Je rappelle que vous êtes le conseiller du ministre de l'Industrie et des Mines. Merci d'être venu et d'avoir défendu le ministère face à nos invités. Si vous me permettez juste un petit mot, pour dire que l'État a mis le paquet pour rendre la production compétitive et on est passé du stade d'importateur de certains produits au stade de l'exportateur. À l'exemple du ciment, à l'exemple des produits pharmaceutiques, à l'exemple de certains produits justement des boissons. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On vous reverra sûrement bientôt pour d'autres sujets, puisque nous attendons évidemment de vous revoir, notamment pour des sujets liés à tout ce qui est lié au commerce extérieur. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour revoir l'émission, vous pouvez bien la revoir sur notre chaîne, samedi entre 11h et midi. Sinon, le replay de l'émission sur notre page Facebook à partir de demain. Très bonne soirée à tous. On se retrouve jeudi prochain.